Un regard bleu azur qui vous transperce pour mieux vous hypnotiser. Un showman qui joue avec le public comme jamais personne ne l'avait fait avant lui. Mesmer emmène des spectateurs volontaires et scrupuleusement sélectionnés dans un show où la réalité n'existe plus que pour eux. Des années de travail acharné et une imagination sans limite font de Mesmer un grand artiste à l'humour parfois corrosif. Je ne peux que m'incliner devant le maître incontesté de l'hypnose, comme il aime lui-même se nommer. Je suis très fière d'accueillir sur le plateau des virtuoses d'ABC Talk, le virtuose des virtuoses de l'hypnose de spectacle. Mesmer, ravi de vous recevoir. Ça me fait un grand plaisir d'être là. Merci de me recevoir, oui. Donc, vous êtes le maître mondial de l'hypnose. Ouais. Et c'est vrai, en fait, parce que vous avez battu le record du monde. Ben oui, on pourrait dire ça comme ça, mais j'aime pas me dire le maître de l'hypnose en tant que tel. Mais oui, j'ai le record du monde d'hypnose collective où j'ai hypnotisé 1066 personnes en moins de 5 minutes lors d'une émission de télé. Ouais. Et vous avez fait une induction absolument géniale. Donc l'induction, c'est la mise en hypnose avec ce mouvement-là que vous avez initié. Les gens ne pouvaient plus s'arrêter. Oui, j'avais tenté ce mouvement, justement, de naturel, dans une salle de spectacle. Alors, j'ai essayé ça la première fois. Je me disais, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il va y avoir un taux de réceptivité assez fort et tout ça? Mais j'ai vu que ça marchait très, très bien. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était génial parce que, justement, c'était très visuel. Et donc, on voyait bien les gens qui le faisaient et qui le faisaient pas. Et c'était très, très télévisuel encore. Ah, exactement, oui. Et j'ai trouvé ça vraiment une super idée. Le but, c'est de faire le show en même temps. Hein. Je suis à la limite du show, d'hypnose. Bref, j'aime créer, justement, l'événement. Oui. Absolument. Et d'une manière générale, vous êtes un as du marketing. Parce que le fait d'avoir choisi Mesmer, c'est super. Alors, on va expliquer pourquoi. Mesmer, ça vient de Franz Anton Mesmer, qui après a été tellement connu, Franz Anton Mesmer, que le verbe mesmériser est arrivé. Aux États-Unis, ça a été repris par Mesmerize. Et je me suis dit, écoute, si je veux faire une carrière internationale, si je veux aller aux États-Unis, par exemple, ou tout ce qui est anglophone, Mesmerize, ça va coller. Les gens vont faire une association d'idées. Ça sera plus vendeur en tant que tel. Mais déjà... Donc, au début de votre vie, vous appelez Éric Normandin. Oui, c'est ça. Et puis, à un moment, comme vous développez vous-même votre carrière, vous êtes obligé de téléphoner et de vous vendre vous-même. Donc, c'est compliqué de dire, je m'appelle Éric Normandin et je vends Éric Normandin. Et là, du coup, ça fait une dissociation entre les deux. Oui, exactement. Ça fait une dissociation. Je me vendais moi-même. Alors, je me présentais étant Éric Normandin qui vendait Mesmer. Et là, les gens me disent, quand j'arrivais sur place, les gens me disaient, ah, bonjour Mesmer, ça va? Éric, il est là? Oui, il est là. Je me présentais à ce moment-là comme étant mon propre manager. Et c'est par la suite que j'ai signé avec d'autres agences pour... Et là, tout ça est raconté dans ce livre qui s'appelle Mesmer, voilà, qui raconte votre biographie. On apprend beaucoup de choses. Alors, vous créez un petit peu la légende au début, avec ce fameux grimoire offert par votre grand-père. Bon, on va passer là-dessus. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous avez commencé vraiment par les bars, les discothèques. Vous avez été vraiment à la rencontre du public. Vous êtes un travailleur. J'ai dû quand même, on pourrait dire, défricher le terrain parce qu'au Canada, il y avait Domino à l'époque qui faisait beaucoup de spectacles, qui était un des plus connus au Canada. Et après lui, il n'y a pas eu beaucoup d'hypnotiseurs de spectacle. Ça s'est un peu effacé. Et quand moi, j'ai commencé, mais lui, il terminait sa carrière, ou il était sur la fin. Et j'ai dû tout reprendre. Il y avait la mauvaise presse qui avait eu l'hypnose aussi par d'autres hypnotiseurs qui faisaient des trucs, on pourrait dire... chelou, où la personne se retrouve avec son slip sur la tête ou des trucs comme ça. Je dis, bon, OK. On va parler justement un peu des limites tout à l'heure, parce qu'on peut aller loin en hypnose. Mais bref, alors j'ai dû défricher le terrain, j'ai dû refaire connaître l'hypnose, et moi, j'ai ramené une nouvelle forme j'ai ramené une hypnose un peu plus moderne, avec la musique qui appuyait les effets sonores, par exemple, qui appuyaient la suggestion. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que vous faites vraiment de l'hypnose. C'est-à-dire, vraiment, je m'adresser à ceux qui nous regardent, qui se posent toujours la question, est-ce que c'est pour de vrai ou c'est pas pour de vrai? C'est d'abord de la vraie hypnose. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mentalisme, il n'y a pas d'effets spéciaux dans le sens de trucage. C'est vraiment de la pure hypnose et c'est vraiment ce que j'apprécie chez vous. Et moi, je me suis toujours dit, si je n'étais pas capable d'hypnotiser quelqu'un dans une salle, ne le fais pas. Ne te garantis pas des sujets réceptifs ou en payant des gens qui vont venir faire semblant. Parce que ça
Alors, dans votre livre, il y a une remarque qui est super drôle au début de votre carrière, où c'est toujours les mêmes personnes qui viennent vous voir, parce qu'en fait, le spectacle change chaque soir, puisque à chaque fois, c'est des expressions des gens du public. Alors, il y a des gens qui viennent plusieurs fois se faire hypnotiser par vous, et il y a des gens qui viennent plusieurs fois vous regarder, et puis il y a des moments, ils disent, mais je comprends pas, c'est toujours le même Lascar qui est sur scène. Et là, vous dites, mais c'est pas vrai. Effectivement, ça fait croire que c'est mon complice, mais pas du tout, quoi. Exactement. Quand je fais des séries de spectacles comme à Paris, au Rex, par exemple, on est là pendant 2 semaines. Ou quand je faisais Bobino, je l'ai fait 65 soirs d'affilée, Bobino. Mais les gens qui ont vécu l'expérience sur scène, pour eux, c'est comme aller à Euro Disney. Alors, si on va à Euro Disney et que tu aimes faire le Grand 8, par exemple, qui est là-bas, tu le fais pas seulement qu'une fois, tu y retournes. Alors là, éventuellement, je me disais, mais quand je l'ai déjà hypnotisé, celui-là. Ah, mais lui aussi, je l'ai déjà hypnotisé. Mais OK, mais j'ai dû stopper quelques personnes pour dire, écoute, OK, je sais que tu aimes ça. Je peux pas t'empêcher de monter, mais si tu penses à moi, si tu m'aimes vraiment, tu vas arrêter de venir pendant quelques semaines parce que là, les gens pensent que tu travailles pour moi, tu travailles pour la production. Parce que les gens, les placiers dans la salle te reconnaissent, les serveurs dans la salle te reconnaissent, puis ils disent, ah, je savais que c'était pipoté, hein, et toujours le même monde. Ben non. Alors, oui, j'aime que les gens reviennent, qu'ils vivent l'expérience, mais quand je les reconnais, des fois, je dis, volontairement, je les sélectionne pas. Je vais aller vers des nouveaux qui vont vivre l'expérience aussi. C'est des fans, des fans c'est des fans, absolus. mais ouais, je suis content qu'ils soient là. Mais rester assis, des fois, regarder le spectacle, ça va aller. Donc, vous avez vraiment été chercher le public au départ dans les bars, dans les discothèques. Vous avez monté vos spectacles vous-même, vous l'avez présenté. Donc, on sent que vous avez vraiment travaillé. Vous avez vraiment travaillé à mettre les gens en hypnose encore et encore et encore, jusqu'à que ça devienne un art, en fait, vraiment très précis. Oui, j'ai développé mes techniques avec le temps aussi. J'avais la chance d'être souvent sollicité à faire beaucoup de spectacles. Et pour moi, c'est un laboratoire. Soir après soir, c'était pour moi des essais, des erreurs, l'instinct embarque aussi. Puis là, tu essaies des trucs que jamais j'aurais pensé être capable de faire. Dans un de mes numéros là, que je fais, là, où je dis à une personne sur scène, allez, suis-moi. Elle me suit. Sans même la regarder, sans même lui parler, je suis capable de faire en sorte qu'elle s'endort, qu'elle tombe en transe derrière moi, sans même la regarder. Et la première fois que j'ai fait ça, dans ma tête, j'ai eu l'instinct. Je dis, bon, OK, je vais l'essayer. Et là, je me concentre. Et là, finalement, je fais comme une descente d'escalier, par exemple, comme si je descendais l'escalier invisible. Et là, je me dis, j'ai l'air d'un con si elle s'endort par derrière. Et finalement, ça a marché. Alors vous avez remarqué une chose importante, c'est quand vous avez commencé à passer à la télé au Québec, vous avez remarqué que le taux d'hypnosabilité des personnes avait beaucoup augmenté. Oui, c'est que les gens me voyant à la télé, c'est une suggestion en soi. Hein. Les gens me voient, ils voient ce que je suis capable de faire. Alors l'anticipation va commencer dans l'esprit des gens. Ah oui, s'il s'approche de moi, s'il me touche, je vais dormir. Alors c'est une suggestion en soi. Et quand je suis arrivé en France, ça a été la même chose. Je faisais mes premiers shows à Bobino, les gens ne connaissaient plus vraiment des spectacles d'hypnose et à quelle rapidité je pouvais aller, ou quand je les faisais bouger, les gens mentalement, si je dis, allez, maintenant, levez-vous et faites un cancan, par exemple, ben c'était un cancan qui était comme ça. Là. Alors, mais quand ils m'ont vu à la télé, puis qu'ils ont vu des gens expressifs, dynamiques, même dans un état d'hypnose, alors ça a changé vraiment la dynamique sur scène. Parce que inconsciemment, les gens l'ont vu et c'est une suggestion en soi. Ça a créé un modèle. Ouais, ça et crée en un modèle. fait, ce qui compte en fait dans l'hypnose de spectacle, c'est justement le charisme de l'hypnotiseur. Sa notoriété, ça aide voilà. un peu, la notoriété. Et d'ailleurs, au début de vos spectacles, vous balancez en fait des vidéos de vous dans le monde entier, en train d'hypnotiser les gens, et ça assoit votre pouvoir, votre puissance. Oui, mais ça crée un modèle. Ça crée un modèle aussi, c'est la suggestion en soi, encore une fois. On me voit à la télé hypnotiser des gens, quand je les touche, qui s'endorment. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais ils ont une image de ce qui va arriver dans la journée. Alors, ça fait partie du pré-talk. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut détailler un petit peu ce pré-talk? Pardon? Est-ce qu'on peut détailler un petit peu ce pré-talk? Oui, parce qu'on dit que finalement, toute hypnose, c'est de l'auto-hypnose. Et les gens vont se convaincre que comme vous êtes le génie mondial de l'hypnose, forcément, si vous leur dites vous êtes subjectible, etc., ils vont tout de suite entrer en hypnose. Ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Mais ça, on parle de l'hypnose simple, hein? On parle de la suggestion, tout ça. Bon, le charisme est là, ça va aider. Mais il y a autre chose que ça aussi. Il y a une connexion entre les êtres humains que moi, j'ai appris à reconnaître, on pourrait dire ça comme ça, d'hypnotiser quelqu'un dans une pièce de l'autre côté qui ne sait même pas que je travaille sur lui. Ça, j'ai déjà fait ça aussi. Parce que votre père, vous l'appeliez le scanner. Oui, c'est ça. Et vous avez le scanner aussi pour hypnotiser les gens. Vous voyez un petit peu près qui est hypnotisable ou pas. On peut ressentir ce qu'une autre personne ressent, même à distance. On peut se connecter à d'autres personnes. Et ça, mon papa le faisait à l'époque. Et je m'en souviens, moi, j'étais le petit dernier dans la famille. Mes frères avaient 10 ans plus vieux que moi. Et mes frères amenaient des filles
fille à la maison et mon papa disait, ah, cette fille-là, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, en quelques minutes seulement, ou après la soirée, quand la fille partait. Et mes frères ils disent, ben non, arrête, papa, arrête. Mais non, il avait raison, mon papa. Ouais. Alors, j'ai commencé très, très jeune, moi, à me connecter aux gens comme ça, à ressentir ce que l'autre peut ressentir. Et des fois, ça arrive dans le spectacle où une personne sort de l'hypnose, mais un peu en pleurs, en émotion, et j'arrive tout près, et je peux lui dire, ah, tu viens de te séparer, toi. Mais comment ça se fait que tu sais ça? Et là, elle part en pleurs encore plus. Mais alors, c'est quoi? C'est une communication d'inconscient à inconscient? C'est ça. Il y a quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, mais... On peut l'avoir, effectivement, en hypnose avec beaucoup de pratiques. Oui, c'est ça. Les thérapeutes l'ont aussi. La plupart des thérapeutes, si tu veux être un bon thérapeute, il faut que tu sois à l'écoute de ça, de tes sens suggestifs. Alors, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que Mesmer a été hypnothérapeute pendant presque 10 ans, en fait. Pendant plusieurs années, et ça marchait bien, ça marchait bien, mais je trouvais ça dommage que les gens venaient me voir en dernier recours. Au Canada, ça a été la même chose. L'hypnose n'était plus très à la mode, puis là, les gens se disaient, je vais aller voir un hypnothérapeute, j'ai rien à perdre. Là, je trouvais ça dommage que les gens pensent à ça comme un moyen de dernier recours. Je me dis, si on est capable de travailler avec cette personne-là plus rapidement, dès le départ, on peut l'accompagner beaucoup plus rapidement et l'aider à avoir un meilleur résultat, par exemple. Et, alors, en tant qu'hypnothérapeute, moi, je vous remercie parce que vous avez fait connaître l'hypnose davantage. Ah, ben merci beaucoup. C'est pas tout le monde qui pense comme vous, par contre. Oui, je sais, votre travail est assez controversé, mais vous avez démocratisé l'hypnose, donc tout le monde sait à peu près. Non, tout le monde ne sait pas ce que c'est l'hypnose thérapeutique, mais tout le monde a une idée quand même du pouvoir. Mon but sur scène, c'est ça, c'est de faire parler de l'hypnose. Après, on voit, ça a l'air magique quand je les hypnotise en 2 secondes, mais après, le client arrive chez l'hypnothérapeute puis il se dit, comment ça se fait, toi, ça prend une demi-heure avant que je ressente un truc et Mesmer en 2 secondes. Mais au moins, ton client, il est chez toi. Ton client, il est là, c'est de lui expliquer que c'est différent. Parce qu'il y a un levier très important, c'est l'attente et le pré-talk, en fait. Vous allez expliquer ce qui va se passer, vous allez détailler ce qui va se passer. Il y a le décompte 1, 2, 3, il va se passer à ça. Donc ça, c'est vraiment des techniques très particulières de l'hypnose de spectacle. En thérapie, on fait descendre la personne en hypnose progressivement. Là, ce que vous cherchez, c'est vraiment... c'est la coupure instantanée. Voilà, c'est la coupure instantanée. Ce qu'on appelle la rupture de pattern, et vous faites ça avec beaucoup d'élégance. Oui, mais merci. Mais en même temps, le show est monté. Je vais aller chercher un certain type de personnes en première partie. Il y a la pause. Deuxième partie, deuxième type de personnes. Encore une fois, on change de test de réceptivité. Là, on a de plus en plus de gens réceptifs parce qu'ils ont vu depuis, ça fait une heure qu'ils sont là à avoir des images, le son, bref. Et à la toute fin, c'est là où je donne le coup final, où tout le monde peut vivre la sensation. Puis en plus, vous êtes assis à votre place avec votre chérie. Alors, on se sent en sécurité. Ah, parfait, je serai pas sur scène. Alors, et là, finalement, ça crée qu'il y a plus de gens réceptifs. Quand le contrôle Alors moi, je suis venue voir votre spectacle, j'ai mis mes mains comme ça, en fait, sous mes cuisses, tout simplement pour éviter qu'elle se lève, qu'elle se colle, etc. Ouais. Donc, je suis restée comme ça un bon quart d'heure, puis après, j'étais tranquille. Oui, mais c'est ça. En même temps, même là, il y a des gens très réceptifs que même s'ils ne veulent pas vivre l'expérience, le subconscient dit, vas-y, laisse-toi aller. Consciemment, tu peux combattre, hein, mais c'est Comment vous expliquez la suggestibilité de certaines personnes et pas d'autres? Ça dépend comment vous vous sentez, vous, dans la journée, qu'est-ce que vous avez vécu, comment vous percevez le truc. Aussi, en même temps, il y a aussi cette connexion qui est là entre 2 personnes qui est difficile d'identifier. Mais moi, je le sais par expérience que c'est là. Écoutez, ça rajoute du mystère, ça, quand même. Je pense à un numéro, par exemple, à un nouveau numéro, quelqu'un qui n'a pas vu le show jamais. Et je pense à une suggestion, par exemple, OK, ce mec-là va faire ça. Il commence à le faire avant même que je l'ai verbalisé. Il y a quelque chose dans l'invisible qui n'est pas explicable. Et là, on en parle ici parce qu'on est dans une émission de ça, mais il y a quelque chose qui va au-delà de la parole, qui va au-delà de... Et cette connexion-là, je l'étudie et je continue de l'étudier aussi. J'ai travaillé avec le CNRS, on a essayé de trouver justement cette similitude-là entre les personnes qui vivent l'hypnose rapidement et une autre personne qui, elle, ne plonge pas dans un état d'hypnose rapidement. Et on a vu que avec des casques à EEG, que mon cerveau et le cerveau de la personne se synchronisent, comme un diapason. Alors, je suis, exemple, dans un état de transe à 13 Hertz, le titre de mon nouveau spectacle. C'est le niveau alpha, donc 13 Hertz, il faut expliquer le titre du spectacle. 13 Hertz au niveau alpha, alors je descends là, et on devient des diapasons. Alors, quand tu vibres à ce niveau-là et que tu vibres assez intensément et que tu peux émaner ça, l'autre personne peut se synchroniser à ça. Et c'est ce qui fait que, on peut avoir un taux de réussite un peu plus, un peu mieux. Parce que la personne, sans même le savoir, dit, il se passe un truc à l'intérieur, je ne sais pas, il se passe un truc. Alors, c'est la vibration, le cerveau qui s'adapte. Et ensuite, vous scannez, moi je trouve que vous scannez 2 trucs. Vous scannez ceux qui vont faire le show
en choisissant presque des physiques, c'est-à-dire des personnes qui casting. vont vraiment incarner. Vous faites un véritable casting et c'est fait en quelques secondes. Oui, ça se fait en quelques secondes. Il y a des soirs où je me dis, bon, ben, OK, je sais pas ce que je veux. Mais finalement, j'ai des belles surprises soir après soir. Hein. C'est un show où on improvise. Hein. J'improvise beaucoup. Ma mise en scène, elle est là, mais comment les gens vont réagir d'après la suggestion, ça alors, on vous voit de temps en temps rire parce que vous vous surprenez. Tous les soirs. Mais oui, des réactions. Tous les soirs. La réaction, je me dis, mais il est allé chercher ça où, celui-là? Alors oui, on essaie quand même de contrôler un peu. On crée aussi l'illusion d'une surprise dans le spectacle. J'ai mon assistant qui est là, qui est ma femme, ou des fois c'est mon fils, qui, eux, derrière, fait des post-suggestions, par exemple, ou va faire des suggestions en catimini sans que le public s'en rende compte. Alors, la personne va réagir à ce qui va se passer sur scène par une suggestion de façon indirecte. Et ça crée des événements de surprise en spectacle. Donc, vous ne vous lassez pas? Non, absolument pas. Parce que c'est la question qui se pose, en fait. Encore et encore et encore. C'est quoi votre motivation profonde? C'est de faire connaître l'hypnose le plus possible. Pas seulement l'hypnose, la force de l'esprit, parce que notre capacité à rentrer en onde alpha, ce n'est pas seulement que l'hypnose. Dans la sophrologie, le fait la méditation, le fait le yoga, mais c'est quand on arrive à maîtriser ça, quand on arrive à rentrer dans cet état de bien-être, là, je pense que les portes s'ouvrent à ce moment-là, puis on peut faire de grandes choses avec ça. On a un coffre d'outils incroyable dans notre cerveau. Alors justement, c'est ça qui est assez épatant quand on regarde vos spectacles, parce que si on prenait ces gens, on leur disait, imaginez que vous êtes sur des montagnes russes, à l'état éveillé, ils feraient des petits gestes. Là, on dirait que c'est des acteurs, en fait. Ils le sentent intensément. Et c'est drôle parce que je leur dis, par exemple, vous êtes dans un grand 8, on sent la peur, le rythme cardiaque de la personne va accélérer. Si on mettait une montre, justement, qui peut prendre des battements par minute, là, on le voit. Je l'ai déjà testé, même sur scène, on a vu, par exemple, ou dans une de mes émissions de télé. Ce qu'on dit, c'est qu'en hypnose, ça crée une vraie expérience. C'est-à-dire, il y a les vraies connexions, comme si la personne était en train de vivre... Jusqu'à un certain point, par exemple. Okay? Il y a des gens qui disent, écoute, Mesmer lui fait faire un crash d'avion pendant... Alors, la personne peut sortir de là avec des séquelles. Moi, j'ai jamais vu personne avec... Des séquelles peut-être pas physiques. Même psychologiques. Mais peut-être un peu perturbé quand même. Il n'y a pas de mal à rêver. Hein? Il n'y a pas de danger à rêver. Il n'y a pas de danger à faire un cauchemar. Si le cauchemar devient trop intense, la personne s'éveille. Alors, dans l'hypnose, c'est un peu la même chose. Si je vous dis, vous êtes dans un avion, il y a une explosion et vous vous jetez, sautez en parachute, tu vas sentir l'excitation. Mais si c'est trop intense, tu vas remonter au conscient. Et ça, je le vois souvent. La personne remonte ou elle refuse la suggestion. Une chance que c'est comme ça. Donc la personne va garder un certain libre arbitre. C'est important de le préciser. D'abord, elle est dans le spectacle de Mesmer, donc elle est quand même prête éventuellement à vivre une expérience. Il y a les séries de tests. Il y a des gens qui descendent de scène, que vous faites descendre. Et là, vous avez vraiment le scanner pour repérer ceux qui sont des bons sujets, ceux qui sont des mauvais sujets. Ou ceux qui viennent épater la galerie. Regardez, il ne verra pas que je fais semblant. On le voit. Donc c'est physique, l'hypnose, vous le savez. Absolument. Donc vous renvoyez vraiment comme ça en une seconde tous ceux qui ne sont pas... De façon polie. Hein. Merci, on a perdu le contact. Vous pouvez descendre. Mais ça arrive, ça, oui. Ou des fois, quelquefois, certaines personnes sont tellement sensibles à l'hypnose qu'ils montent sur scène sans s'en rendre compte. Hein. Absolument. Ils sont rendus sur scène et là, finalement, le déclic arrive, ils reviennent au conscient. Il y a 2500 personnes ici, là. Et là, la panique commence. Non, je ne suis pas prêt à aller plus loin. Et là, on peut perdre le contact à ce moment-là et je les fais descendre. Mais mon but, ce n'est pas de forcer personne. Qu'est-ce qui fait rire? Parce qu'au-delà de l'hypnose, au-delà de votre merveilleuse technique, maîtrise technique, etc., qu'est-ce qui fait rire? C'est la surprise. C'est la surprise. C'est la surprise. C'est de voir comment la personne réagit, de voir comment, quand je les mets dans une situation quelconque, comment cette personne physiquement va bouger ou intellectuellement, comment elle va répliquer à ça. Ça, c'est la surprise. Et c'est ça qui fait que je ris, c'est ça que le public fait en sorte que les gens rient aussi. Et puis, c'est aussi l'expression de l'émotion. Oui, il y a ça. Et j'aime aller dans le politiquement correct, jusqu'à la limite, souvent, du politiquement correct. Alors justement, c'est ça dont je voulais vous parler, parce que j'ai quand même vu des scènes quand même assez terrifiantes, avec le pistolet, où les gens se tuent. Non, c'est un pistolet qui endort. Hein. Mais l'image est forte quand même. Hein? L'image est très forte, donc ça évoque quand même le suicide, etc. On voit parfois les visages bouleversés des personnes qui sont en train de vivre les choses. On voit aussi des personnes qui sont en train de faire quelque chose que vous avez demandé, comme danser sur une musique. Moi, je me souviens avoir vu Skippy, le kangourou, à qui vous lanciez une cacahuète. La personne gobait la cacahuète et on sentait qu'elle souffrait. Enfin, qu'elle souffrait. Elle vivait les choses un petit peu à deux niveaux. C'est-à-dire elle sentait qu'elle était obligée de le faire. Donc, il y avait le côté d'elle qui était... où on sentait qu'elle n'était pas forcément hyper d'accord complètement avec ça. Et puis, elle ne pouvait pas s'empêcher de le faire. Et elle rageait un peu à l'intérieur d'elle. Et vous, qui avez été hypnothérapeute, vous calibrez très bien. C'est-à-dire que vous savez très bien ce qu'elle est en train de ressentir. Et vous passez outre parce que vous assurez le show.
Oui, on assure le show, mais en même temps, ce qu'elle ressent, cette personne, c'est le combat entre le conscient et l'inconscient. Parce que si le subconscient ou l'inconscient accepte la suggestion, c'est qu'il est prêt à y aller. Donc, on mais a un consciemment, vrai état de dissociation. Et consciemment, cette personne dit, non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Mais le subconscient dit, vas-y, c'est bon, fais-le. À ce moment-là, c'est le subconscient qui décide. Et c'est ce qui fait cette dualité entre le conscient et l'inconscient. C'est quand même magique de pouvoir voir ça à l'écran, sur écran géant, on le voit. Et pour avoir parlé à ces personnes par la suite qui sentent souvent peut-être ce combat interne, après ils se disent, écoute, j'aurais jamais pensé être capable de faire ça. Bref, les gens en sortent de façon bienveillante. On peut en apprendre beaucoup de choses positives. C'est-à-dire que même comment ça fonctionne un ancrage. C'est-à-dire qu'on entend la musique, on va recommencer à faire... C'est des outils qu'on peut utiliser après dans la vie, en fait. Oui. Moi, je le dis aux gens, si vous avez vécu l'expérience avec moi sur scène, c'est un avantage sur beaucoup d'autres personnes parce que le chemin est tracé vers l'inconscient. Après, vous pouvez faire de l'auto-hypnose ou si vous allez voir un hypnothérapeute, ça sera plus facile pour vous d'y retourner. Ça sera surtout plus facile pour l'hypnothérapeute. Moi, je sais que je demande toujours, est-ce que vous connaissez l'hypnose? Oui, je suis montée chez Mesmer, très bien, tac, d'or. Et effectivement, merci, ça marche très bien. Si tu as étudié mes techniques, comment moi je les emmène en induction, tu refais la même chose, puis ça va t'aider. Une petite rupture de pattern. Est-ce que je te tutoie maintenant? Mais je pense qu'on est rendu près. Alors, il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui ont très envie de savoir, quand vous étiez hypnothérapeute, c'était quoi vos inductions préférées? Est-ce que c'était rapide, justement? Les inductions, c'était plus... C'était pas de l'hypnose instantanée parce qu'en thérapie, les gens sont comme ça, ils ont un peu peur. Je suis seul avec l'hypnothérapeute, je n'étais pas connu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il faut commencer à parler, on fait un pré-talk, on va avec eux, on remplit la petite fiche. Bon, vous êtes ici pourquoi? C'était pareil. Hein? Après, on va y aller de façon douce, calme, détendue. Et après, ça dépend de chaque personne qui est là, mais une hypnose que j'aimais faire, moi, c'est souvent la régression. Alors, reculer dans le passé, allez voir. Quand vous allez trouver l'événement, vous allez arrêter, vous allez me le dire. Et maintenant, vous pouvez faire quoi pour vous guérir? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre santé? Les personnes ont les réponses en eux. Alors, on est là pour les guider en thérapie. Mais quand tu dis à une personne, bon, OK, tu es agoraphobe, là, maintenant. Okay. Tu étais comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il s'est passé tel truc. OK, parfait, tu le vois, là. OK, oui, c'est là. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? OK, mais souvent, on va trouver la réponse elle-même, la personne. OK, maintenant, on va faire ça, on va ancrer ça. Et il n'y a rien de mieux que la personne pour s'aider elle-même. Alors, on est là pour l'aider. Alors, c'était une de mes techniques, moi, que j'utilisais, puis ça fonctionnait très bien. On apprend dans votre livre que vous avez beaucoup traité des gens qui avaient des addictions assez fortes. À la cocaïne, notamment. Oui. Et ça a marché mieux que j'espérais. En l'espace de 1 ou 2 séances, ça a été instantané. L'acné aussi? L'acné, oui. J'ai lu ça dans votre bouquin. L'acné, c'est souvent la gêne d'être devant des gens. C'est souvent, on pourrait dire, la honte. On veut se cacher. Ça dépend de chaque personne encore, mais c'est souvent ça. Mais, et du coup, on a envie de savoir si vous-même, vous utilisez l'hypnose pour vous-même. Je fais de l'auto-hypnose, moi, où j'ai appris la sophrologie, où je rentre dans un état second. Il y a un mystère dans votre livre. Vous parlez de la sophrologie dynamique, c'est ça, voilà. Et plus. Ouais. Et dans ce et plus, ça fait quelque chose de particulier. Et vous vous êtes promis un jour, une fois que vous arrêterez de l'enseigner. Ouais. Je suis là-dedans. Écoute, la pandémie m'a aidé à monter le séminaire. Je suis là. Là, je me suis dit, bon, OK, je vais monter mon prochain show. Ça, c'est le plus important parce que, au niveau commercial, c'est le temps de produire le nouveau spectacle. Et une fois qu'il sera lancé, mais je vais annoncer le séminaire qui sera sur... Donc, c'est quoi? C'est une école d'hypnose? Non, même pas. C'est une école où vous allez apprendre à descendre dans les zones alpha tout en étant conscient d'être là. Comme là, on se parle et je suis déjà là. Peut-être que vous aussi, on peut tous apprendre à faire ça. Je suis là, mais je suis pas forcément là où vous croyez que je suis là. Vous êtes là où vous devez être. Je ne sais pas ce que vous entendez. Par là. On peut rentrer dans un état second tout en étant conscient d'être là. Absolument. Et ça, c'est magnifique, ça. Quand on apprend à maîtriser ça, on a un coffre d'outils dans notre subconscient incroyable. Alors, il n'y a pas seulement l'hypnose. Ça sera quoi? Une école ouverte au grand public? Oui, ça sera ouvert au grand public. Ça sera sur des week-ends, exemple du vendredi soir au dimanche soir en soirée. C'est 40 heures intensives d'apprentissage et c'est pas seulement d'apprendre. Alors, parce qu'effectivement... On va aussi, le côté pratique, on va apprendre, mais on va le faire. Alors, vous allez sortir du séminaire avec une capacité de rentrer dans votre inconscient tout en étant conscient d'être là. Et vous aurez des preuves physiques et palpables d'y être allé. Ça donne envie, franchement, et je pense que d'ailleurs, vous devez recevoir énormément de demandes de personnes
Et les hypnothérapeutes qui sont pas copains avec vous, ils devraient être copains parce qu'en fait, finalement, vous avez plein de gens qui vous demandent des séances. Et c'est un peu pour ça que je recommande pas. Les gens m'écrivent, tu pourrais m'aider à faire ça, tu pourrais m'aider à faire ça, tu pourrais m'aider à faire. Ben, je recommande pas non plus des gens parce que c'est tellement personnel l'hypnose que si je vous dis, va voir Madame Monique, par exemple, elle va t'aider. Et si ça connecte pas avec elle, ah, c'est Mesmer qui m'a envoyé là. Non, ça n'a pas marché. Alors, c'est difficile pour moi de recommander des gens. Et il y a des hypnothérapeutes qui sont un peu frustrés de ça. Ils disent, mais tu pourrais dire mon nom, moi, je vais l'apprendre. Mais non, c'est personnel, ça. Il faut que le client fasse ses devoirs, qu'il vous appelle, et il va sentir s'il y a une chimie qui passe entre l'hypnotiseur et lui. Alors, c'est une question de respect, je pense, pour la personne qui me demande de l'aide. Mais écoute, je peux recommander des associations. Mais regarde, appelle-là, ils vont te référer des noms. Et à ce moment-là, tu pourras... C'est tout ce que je peux faire, mais de dire, écoute, on va voir Jean-Paul, qui est un excellent hypnothérapeute. Il est peut-être excellent, mais peut-être pas avec toi. Absolument. Alors, ça dépend d'une complicité qui doit se créer. Et donc, pendant ce séminaire de sophrologie dynamique, il y a donc le « et plus ». Et donc, on a eu l'impression que vous avez fait une connexion spirituelle. Oui, parce que c'est une ouverture justement sur cet intérieur qui est là, qui nous habite. Quand je parle des connexions entre deux personnes, cette connexion, moi, j'ai eu la chance de me le prouver à moi-même que ça existait. Alors, de me brancher à quelqu'un à distance ou de l'hypnotiser dans une autre pièce, je voyais ça dans mes livres, je voyais ça, je dis, écoute, c'est pratiquement impossible de se connecter à quelqu'un si on n'a pas un pré-talk, si on n'a pas un oui, ça marche. Tu sais, je l'ai déjà fait. C'est parce que vous êtes très connu, en fait. Donc, le pré-talk est déjà fait, l'autosuggestion est déjà faite. Je vais rencontrer Mesmer, il va me regarder dans les yeux et je vais Ça, oui, mais comment expliquer... Ça vous arrive pas, justement, en sortant dehors, en allant acheter du pain, là, à la boulangerie, les gens, ils vous voient et pof, ils entrent en hypnose? Non, ça arrive pas parce qu'il reste quand même... Ils changent de trottoir. C'est Mesmer, non, c'est Mesmer. Tu m'endors pas, là, non, ça va aller. Mais comment expliquer le fait, par exemple, que tu peux hypnotiser quelqu'un qui est dans un avion, OK? Et bon, quelqu'un avec qui j'ai déjà hypnotisé, par contre, le contact est déjà là. Il est dos à moi, il est loin, et là, je dis, OK, je vais tenter quelque chose à distance. Et il s'endort. Mesmer, le premier Mesmer le faisait aussi, en fait. Hein. Oui, cette connexion est là, on l'a tous, ça. Et qu'on apprend à la maîtriser, on a un avantage sur nous-mêmes à apprendre à maîtriser justement ces sons suggestifs qui sont là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à le faire, je pense. Et donc, vous avez passé un pacte avec vous-même en disant « Aide-moi à réussir ma vie ». Donc là, vous vous adressez peut-être à une puissance supérieure. Ouais, c'est ça. Aide-moi à réussir ma vie et après, j'aiderai les autres à réussir la leur. Ouais. Donc le moment est venu, c'est ça, avec ce séminaire? Je pense que oui. Ah, bah ça, c'est très sympa, c'est une bonne nouvelle. Le moment est là, je crois, et si je le sens intérieurement. À chaque... remarquez bien, la plupart des gens, à chaque cycle de 7 ou 9 ans, il y a des changements qui arrivent. Et là, je suis rendu là. Et je le sens. Il y a quelque chose qui arrive là. Et déjà, là, avec le nouveau show qui arrive, là, il y a un engouement incroyable. Je me disais, ici en France, bon, écoute, ça fait quand même 15 ans, 12 ans que je suis ici. Bon, j'arrive avec un nouveau show. Est-ce qu'il va être bien perçu? Est-ce que les gens seront au rendez-vous? On l'a mis en vente, ça fait à peu près un mois. Et les ventes sont super bien. Je pense qu'il y a encore de la marge pour être ici encore plusieurs années et démontrer cette puissance du subconscient. Super. Et donc, je voudrais juste parler d'un truc. C'est dans votre enfance, vous vous décrivez comme quelqu'un de timide. Et là, quand on vous voit, vous respirez la confiance en vous. Et cette confiance, d'ailleurs, elle est nécessaire pour justement emmener tout le monde. Ouais. Il faut que l'hypnotiseur ait pleinement confiance dans son art. Pour le bénéfice du show là, qui arrive, j'ai été chercher des archives, justement, de mon deuxième show à vie. Et quand j'ai regardé ça, j'ai fait, merde, comment tu as pu réussir à hypnotiser des gens? Quand je me voyais aller, j'ai dit, non, mais écoute, le manque de confiance. Et je parlais comme ça et j'ai été capable. Et ça a fonctionné. Mais alors, oui, avec les années, on prend confiance. On arrive sur scène. Bon, les émissions de télé aident. Quand tu vois ton visage sur des grandes affiches, ça aide aussi à créer la confiance. La façon de parler, la façon de bouger sur scène, ça s'apprend aussi. Ça, c'est pas donné à tout le monde, mais ça se développe. Et moi, j'ai eu la chance, ça fait maintenant une quarantaine d'années que je suis sur scène. Ça paraît. Alors moi, j'ai une question. J'ai l'impression qu'à la fin de vos spectacles, vous ne réveillez pas la salle. Ouais. Alors évidemment, l'état d'hypnose, c'est un état qui va se disparaître au fur et à mesure, mais je me pose vraiment la question, pourquoi? Ben, je les réveille. Hein. Je les réveille. Je dis, maintenant, réveillez-vous. Et vous savez où j'ai le plus de difficultés? C'est avec des gens qui ont été voir des hypnothérapeutes et qui disent à leur patient, écoutez, on va pas voir le show de Mesmer parce qu'il va sortir de là complètement déglingué. Et ça, c'est la suggestion que l'hypnothérapeute fait à son client. Et c'est souvent ça, je dis, merde, tu fais de l'hypnose, toi, tu as fait de la thérapie? Oui, mais mon hypnothérapeute m'avait dit de ne pas aller voir Mesmer parce que j'en sortirais mal.
Alors, d'accord, la c'est les suggestion. hypnothérapeutes qui ont fait des mauvaises suggestions, c'est ça? Ben, ça aide pas. Je vous dis, ça aide pas. Mais l'hypnose en tant que telle, quand je dis réveillez-vous, la personne va s'éveiller. J'ai mon équipe. Alors, vous savez que le réveil n'existe pas, parce que finalement, Voilà, l'endormissement n'existe pas. C'est ça. C'est une métaphore, en fait, Oui, c'est une qui métaphore. permet à la personne de se récupérer elle-même. Hein. Oui, mais c'est ça. Ouais. Et c'est imagé pour la personne qui ne connaît pas l'hypnose. Quand je dis vous allez dormir, mais on voit la personne qui s'endort, mais elle ne dort pas vraiment. Et ça, je l'explique dans le spectacle aussi, et dans 13 Hertz, je vais en parler encore beaucoup plus, où on a cette différence entre l'éveil et justement les ondes alpha, les ondes θ, les ondes delta, les ondes bêta. Et faites pas avec votre main, faites pas comme ça avec votre main. Je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver. La connexion est là, je le sens. Moi, je fais comme ça, moi. Alors bref, oui, c'est ça, j'essaie d'expliquer beaucoup plus dans le prochain show. Mon but, c'est d'enseigner. Hein. Et à chaque fois que j'ai un public devant moi de 2 000 à 3 000 personnes ou 4 000 personnes, tout dépend des salles, je passe les messages. Et le message passe. En tant que tel, j'aurais pas vendu 2 millions de billets avec une conférence sur l'hypnose. Hein. Si j'aurais pas réussi à faire ça, mon message n'aurait pas passé. Alors, on les amène, ils sont là. Bon, maintenant qu'ils sont là, paf, on passe le message. Et dans les émissions de télé aussi me servent à ça. Passer quelques messages. Je reste toujours en surface. Hein. Éventuellement, on ne rentre pas dans une conférence. Mais j'essaie d'expliquer le plus possible. Et sinon, vous n'avez pas envie d'aller travailler dans les entreprises, par exemple, pour remettre de la créativité Le séminaire va servir à ça. Ah d'accord, ok. Ouais, parce qu'il y a tellement de choses à faire, se libérer du stress, travailler sur la créativité. Les gens qui rentrent en hypnose et qui font vos spectacles, ils deviennent créatifs en fait de façon extraordinaire. Absolument. J'ai un numéro justement là-dessus dans le prochain show où on va se servir de la créativité des gens sous hypnose pour aller plus loin. Et c'est sûr. On va en rire un peu parce que le but, c'est de faire en sorte que ce côté créatif qui est là fasse en sorte que éventuellement cette créativité complètement devient chamboulée et là, on va avoir une autre créativité. Avec ce chamboulement intérieur, on peut voir qu'il y a quelque chose d'autre qui va être récupéré dans le fond de nous, qui va ressortir. Bref, j'en dis pas plus, ça sera à découvrir pendant le spectacle. Voilà, le spectacle qui commence par le Grand Rex à partir du 11 janvier, puis partout en France, dans tous les zéniths. Écoutez, on vous souhaite une très, très grande et très, très longue, plutôt, carrière. Et vraiment, on vous attend sur les séminaires. Je pense que tout le monde a envie d'aller mieux. Oui, et j'en suis sûre que vous avez les clés pour ouvrir toutes ces portes. Ça fait des années que les gens attendent ça, je crois, et je pense que c'est le moment, là. Ouais, je vais me servir de... je pensais arrêter dans les prochaines années à faire des spectacles, mais... Alors, les spectacles thérapeutiques entièrement, alors? Ah, mais ça c'est une autre facette. Ouais, mais j'aime mieux enseigner le séminaire que de faire des spectacles thérapeutiques. Ouais. Le séminaire, vous allez aller chercher des clés, un coffre d'outils, vous allez pouvoir vous en servir le reste de votre vie par la suite. Ça, c'est... ouais, je suis rendu là. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Salut.